Bonjour, je suis Myriam Tougoul, je suis formatrice au Centre national de ressources soins palliatifs. Nous faisons partie de la Fondation de la Croix Saint-Simon. Pour en savoir plus, vous pouvez aller consulter le site du Centre national de ressources, c'est www.soins-palliatifs au singulier.org. Aujourd'hui, nous allons parler de vous, les bénévoles d'accompagnement de bout du fil et des bénévoles en règle générale. L'objectif de ce module est d'identifier quels sont les éléments de réflexion qui vont vous aider à être à la bonne place, bonne entre guillemets, en tout cas dans la juste proximité des personnes que vous appelez et à votre bonne place de bénévole au sein de l'association. Ce module va revêtir un caractère un peu particulier dans la mesure où il va surtout poser des questions. Et il vous appartiendra à chacun d'entre vous, avec votre histoire, votre vécu, tout ce que vous êtes, de répondre à ces questions. La particularité d'Au bout du fil, c'est que vous exercez votre bénévolat seul de votre domicile. Cette spécificité ne facilite pas la recherche de cette juste place indispensable à tout bénévole d'accompagnement pour vous et pour l'autre, celui que vous appelez, celui à qui vous donnez de votre temps et de votre écoute. J'aimerais faire une nuance en ce qui concerne le bénévolat d'accompagnement. Un bénévole d'accompagnement, c'est évidemment totalement différent d'un bénévole qui va aider le service social de sa commune à coller des timbres sur des enveloppes. Dans le bénévolat d'accompagnement, l'engagement intime, personnel et le questionnement est indispensable. L'idée principale qui ressort de toutes les définitions, de tous les dictionnaires, c'est que le bénévole accomplit une action de bonne grâce, sans obligation et sans en tirer de profit matériel, gratuitement. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Je propose que nous passions par qu'est-ce que n'est pas un bénévole. Un bénévole, ce n'est pas un proche. Et pourtant, vos témoignages le prouvent et tous nos échanges aux téléanimations aussi, combien de choses intimes peut accueillir une oreille de bénévole. Un bénévole n'est pas un professionnel. Il n'a pas de statut, de fonction et d'expertise. Et pourtant, que de compétences vous utilisez et vous développez, vous, les bénévoles d'accompagnement. Un bénévole ne se substitue pas à des défaillances. Il ne prend la place de personne. Il apporte quelque chose en plus de l'ordre de la relation, du lien social. Un bénévole n'est pas un psychologue, il ne fait pas d'interprétation. Le bénévole d'Au bout du fil est un bénévole anonyme et c'est cet anonymat qui permet la confiance entre vous, les appelants, et les appelés à qui vous téléphonez et à qui vous donnez de votre temps. Parmi toutes les motivations qui mettent en mouvement tous les bénévoles de toutes les associations, il y a les plus courantes sont le besoin de donner de son temps, de se sentir utile, d'avoir une bonne image de soi, d'être valorisé et même aimé, d'être reconnu par son entourage, par tous les gens à qui on en parle. Et puis il y a les autres motivations, celles qui sont personnelles et même intimes,
celles qui sont en lien avec l'histoire de chacun. Certaines sont conscientes et identifiables, d'autres inconscientes et plus cachées. Dans la relation avec les appelés, pourquoi est-ce important pour moi d'être au clair avec les motivations qui m'ont amené au bout du fil? Parce que réfléchir à ces questions-là, à cette question-là, c'est être en mesure d'identifier des désirs, des aspirations, peut-être aussi des fragilités et des doutes. Et se questionner, c'est se donner les moyens d'observer ces fragilités ou ces questionnements-là avec le recul nécessaire, de les reconnaître, de les accepter, plus ou moins, et par là même d'être en mesure de différencier dans la fonction que je vais occuper, d'appeler les personnes que je vais appeler, ce qui m'appartient en propre et ce qui appartient à l'autre. Identifier du mieux possible qui on est, c'est pas simple, mais du mieux possible. Et pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est une condition préalable à un accompagnement respectueux de soi-même et de l'autre. Être bien à sa place dans cette relation-là réduit la part de projection et clarifier ses motivations permet de se rendre plus réceptif à la souffrance de l'autre et également de s'en protéger. Quelles sont les questions que je vais me poser pour m'aider dans cette recherche de mes motivations? Comment ai-je décidé de m'engager dans ce bénévolat? D'où est venu ce désir? De quand est-ce qu'il date? Est-ce qu'il est le résultat d'une longue réflexion ou c'est venu subitement, comme un désir irrépressible? Si je trouve la réponse à cette question, qu'est-ce qu'elle me cache, cette réponse? Sur quoi d'autre pourrais-je m'interroger par rapport à ce qui m'a amené à décider de m'engager dans le bénévolat et au bout du fil? Justement, une question importante et essentielle, et pourquoi ce bénévolat et pas un autre? Pourquoi au bout du fil, spécifiquement? Comment est-ce que je l'ai rencontré au bout du fil? En quoi ce choix de bénévolat est-il en lien avec mon histoire? Est-ce que ça a à voir avec mes valeurs, mon éducation, peut-être un exemple que j'aurais eu autour de moi, quelqu'un qui m'a parlé de ça? Comment c'est venu? Les questions sont multiples et peuvent prendre différentes formes. Bien sûr, chacun aura sa façon à lui d'examiner ses motivations, mais ça, c'est quelques questions qui peuvent vous aider dans cette recherche. Ce qui est sûr, c'est qu'un bénévole bien à sa place, épanoui, heureux, compétent, ne peut pas faire l'économie de ce questionnement-là. Lorsque j'ai commencé à être bénévole au bout du fil, quelle différence il y avait entre ce que je m'étais imaginé et la réalité de ce qu'on me demande, de ce que je vis au cours des appels que je pince? Est-ce que c'était mieux ce que j'imaginais ou moins bien? Ou est-ce que c'est la réalité qui dépasse tout ce que j'avais pu envisager? Est-ce qu'il y a un écart entre ces deux situations, avant mon bénévolat et maintenant? Qu'est-ce qu'il y a dans cet écart-là? Et puis ensuite, avec le temps, parce que je suis bénévole depuis un certain temps, le questionnement ne s'arrête pas pour autant. C'est pourquoi je continue à être bénévole. Qu'est-ce qu'il est devenu de mes motivations du départ? Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce que j'ai moins envie?
ou au contraire plus envie? Ou est-ce que mes motivations ont changé totalement parce que je suis différent, parce que j'ai cheminé? Comment est-ce que j'ai cheminé? Tout ça sont des exemples de questions que vous pouvez vous poser, sachant pertinemment que une activité de bénévolat d'accompagnement telle que celle que vous exercez au bout du fil, ce questionnement est perpétuel. Ça veut dire que tout au long de votre activité, il est important de revenir de temps en temps sur ces questions-là et de se les poser. L'élément premier qui va définir et caractériser votre place au bout du fil, c'est le cadre institutionnel. C'est ce cadre qui fixe les règles. Et ce cadre a deux fonctions. La première fonction, il a valeur de sens, ce cadre. Il a été conçu en fonction de la finalité de l'association. Il détermine les fonctionnements, les méthodes de recrutement, etc. Tout ce qui fait la manière dont marche cette association. C'est la charte de l'association que vous connaissez et que vous avez tous signée en vous engageant au bout du fil. Et c'est ce qui se fait dans toutes les associations. Vous avez tous sans doute remarqué qu'on ne se décrète pas un beau jour bénévole. On le devient par un processus plus ou moins long. Et ce processus de recrutement, de formation, d'accompagnement, d'entretien avec les recruteurs, avec les formateurs, c'est ce processus-là qui va faire que que votre engagement à vous, que vos motivations vont mûrir, vont s'éclaircir, qui va faire que vous allez être, au moment où vous allez accepter ce cadre, à la bonne place. C'est ce processus qui va permettre à chacun de s'approprier ce cadre et de se sentir comme faisant partie de ce tout qui est l'association au bout du fil. La deuxième fonction, c'est la protection. Le cadre institutionnel de l'association vous protège de tout débordement. On va prendre un exemple. Si on parle de l'anonymat, qui est une règle incontournable, qui est même une loi, qui est même un interdit, l'anonymat au bout du fil, ça veut dire quoi? Supposons que vous soyez en communication ou en conversation avec une personne qui vous touche, dont vous vous sentez proche, et cette relation qui se noue là est réciproque. Et que vous ayez cette personne une deuxième fois au bout du fil par le hasard de vos appels. Peut-être qu'au bout d'un moment, cette personne va vous dire « j'aimerais bien avoir votre téléphone » ou que vous-même vous allez lui dire « peut-être que vous aimeriez que je vous rappelle en dehors du cadre ». Et le débordement est facile à comprendre. Peut-être que vous allez vous appeler cette personne souvent parce que vous y êtes attaché. Peut-être que c'est cette personne qui va vous appeler 2 fois par semaine, et puis tous les jours, et puis 2 fois par jour. Le danger, il est là. Le débordement est là. Vous n'êtes plus dans le cadre institutionnel et vous vous êtes mis en danger de quelque chose qui va vous envahir et que vous ne pourrez plus contrôler. C'est un exemple de protection. Le deuxième point important est d'être au clair avec la mission, entre guillemets, qui vous est confiée. Cette mission est de joindre au téléphone des personnes qui en ont fait la demande et d'avoir un temps de conversation avec eux. Vous en avez tous fait l'expérience et vous en parlez très joliment d'ailleurs dans vos témoignages. Ces conversations deviennent très souvent des échanges intimes, et vous êtes face à une expression d'une plainte ou d'une souffrance. Le danger est grand de succomber à la tentation d'aider. Cette phrase n'est pas de moi, elle est de Christian Singer dans son dernier ouvrage, qui parlait de succomber à la tentation d'aider, de faire quelque chose pour l'autre. Or, vous n'êtes pas responsable de celui que vous appelez, vous n'êtes pas responsable
de ce qui pourrait lui arriver. Cela paraît évident et cependant la pente est glissante de vouloir mettre en place quelque chose de l'ordre de l'action à la faveur de la vulnérabilité ou de la difficulté. Il y a là quelque chose, c'est un mot fort et qui va peut-être vous choquer, mais quelque chose de l'ordre de la prise de pouvoir. Le risque est de prendre l'ascendant sur l'autre et de basculer de l'accompagnement à la guidance. La guidance, c'est les conseils que j'ai envie de lui donner, c'est l'envie d'avoir de ses nouvelles, de savoir ce qu'il devient, tout ce qui n'est pas dans le cadre. C'est votre distance et votre neutralité qui permettra l'expression d'une parole libératrice pour l'autre. Être à la bonne place, c'est aussi utiliser toutes les ressources que l'association au bout du fil met à ma disposition, à moi en tant que bénévole. Ne pas utiliser tout ce qui existe dans l'association, c'est être en danger de devenir un électron libre. Pouvoir partager ses expériences avec les autres bénévoles, avec des personnes référentes, avec des coordinateurs, avec tout ce qu'il y a comme ressources, c'est faire partie de ce tout qu'est l'association. C'est par ce biais-là que je pourrais avoir ce sentiment d'appartenance qui va faire que je vais être à la bonne place, que je ne vais pas être seulement un élément parmi d'autres, mais que je vais faire partie de ce tout. Je dois également être en mesure d'identifier mes propres repères. Comment est-ce que je sais quelles sont mes limites? Quelles sont les conversations qui me bousculent? Comment je mesure mon implication affective, mes frustrations, mes attentes? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi au cours de cette conversation qui vient d'avoir lieu? C'est important de pouvoir se questionner quelques minutes après chaque conversation pour savoir ce que j'ai ressenti, moi, à ce moment-là. Est-ce que quelque chose m'a bousculé, bouleversé? Est-ce qu'au contraire, il y a des choses qui m'ont été extrêmement agréables? Pourquoi? Est-ce que ça m'a rappelé des choses? Tout ça pour être toujours au plus près de soi-même avec de son et de son ressenti. N'ayons pas peur des mots, comme pouvoir, neutralité. Là, je vais parler de bénéfices. Et il faut être clair, il n'y a pas d'activité bénévole sans bénéfice. Sauf que là aussi, il est important de pouvoir les repérer et questionner ces bénéfices. On ne peut pas faire l'économie de cette réflexion-là. D'abord, c'est identifier ce que m'apporte cette activité bénévole. On revient là sur la définition qu'on a eue au début où nous parlions de gratuité. On n'est pas bénévole simplement sur l'illusion du don total et de la gratuité. Il est important que moi, je reçoive en échange quelque chose. On n'est pas juste sur l'altruisme et le désintéressement. Être bénévole, c'est être utile à l'autre, mais c'est aussi se faire du bien à soi. Chacun dans son registre, selon ses valeurs, selon ses motivations, les attentes qu'il avait et ses priorités. C'est à cette seule condition que la relation sera équilibrée entre moi et celui que j'appelle, entre moi et les autres bénévoles de l'association. D'où l'importance de revisiter en continu mes motivations. Comment est-ce que je vis la fonction de bénévole que j'ai choisie? Qu'est-ce que cette fonction m'apporte? Comment je suis transformée? Qu'est-ce que j'apprends des autres, de ceux que j'appelle, de mes collègues? Comment je fais en sorte de rester en lien avec l'association? Que m'apporte le respect que j'ai de cet engagement que j'ai signé en signant la charte? Toutes ces questions qu'il est important de se poser pour être à l'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois, c'est-à-dire entre les efforts et les bénéfices. Si l'envie, le plaisir, l'énergie s'estompent parfois,
Si la lassitude s'installe, la bonne posture est d'être en mesure de regarder en face ce ressenti, de se questionner sur ce ressenti, d'en parler avec les personnes référentes, les coordinateurs ou toute personne ressource identifiée, le partager. Ne jamais oublier qu'être un bénévole à la bonne place exige sans cesse le questionnement ou la remise en question. D'où vient cette fatigue? Est-ce que ça vient de ma situation personnelle? Est-ce que ça vient de la répétition? Ceci étant dit, tous vos témoignages concordent. Lorsque cette envie s'installe, que c'est difficile de lever le téléphone pour demander un numéro et un appel, mais on le fait quand même parce qu'on s'est engagé. Et à la fin de cette conversation, le petit miracle a eu lieu. On a à nouveau de l'énergie et à nouveau de l'envie. C'est vous qui le dites. Comme vous le voyez, l'activité du bénévole d'accompagnement, le vôtre donc au bout du fil, s'appuie sur une dynamique perpétuelle du questionnement pour éviter l'installation dans les habitudes, dans la routine, dans le phénomène du roue libre, on va l'appeler. Ce questionnement se situe dans les 3 registres. Moi, avec moi-même, l'état de mes ressentis, mes plaisirs, mes frustrations, mes limites, où en sont mes motivations. Le questionnement sur moi et les personnes que j'appelle, quelle sorte d'accompagnant je suis, et le questionnement entre moi et l'association. Est-ce que je suis toujours en accord avec cette charte que j'ai signée il y a plus ou moins longtemps? En fait, comment mon activité bénévole d'au bout du fil ajoute un supplément de sens à ma vie? Au revoir, à bientôt.